Surtout pas de blagues. Mais si. Non, pas d'humour. Pourquoi pas d'humour? Parce que c'est pas ça mon La personnage. vie n'est pas drôle. C'est pas ça ton Non, personnage. mon personnage, c'est du sérieux. Alors, on y va. Et on est avec Ben Mazué. Eh, salut. Et ça l'est, alors on va partir. L'interview, hop, est Ok. lancée. On y va. Ça va? Ça va très bien. Ben, on se connaît depuis quand? Oh là là, 2010. On se connaît depuis 2010, C'est exactement. ça, hein, ça commence à faire un bail. Et tu Ouais. sais quoi? On n'a jamais vraiment parlé de ta vie sur, Ah bon sur Mademoiselle. Non, on t'a entendu chanter, on t'a entendu dire regarde, je vais faire mon morceau guitare-voix, mais vraiment c'est trop de la merde. Et juste après tu dis c'est pas terrible, hein. Non, J'ai ça hein, dans la boîte. Le mec Je vient de fais ça. sortir un truc fantastique, magnifiquement beau et tout, et le gars finit par dire c'est pas terrible. Alors que Merci. c'était magnifique, voilà. On t'a entendu chanter, t'es venu au fameux live dont tu parlais juste avant qu'on lance cette interview pour les 10 ans de Mad, t'étais venu chanter en live. Plein de gens t'avaient découvert d'ailleurs à cette occasion-là, ça c'était cool. Mais on n'a jamais parlé de ta vie. Tu sors ton 3e album, Ouais. qui s'appelle La Femme Idéale. Ouais. Mi-septembre, le 15 septembre exactement. Oui, On en reparlera plus tard. bien sûr. Tu parles notamment des meufs, des femmes. Parfois, ouais. Enfin, certaines chansons, absolument. Ouais. Disons que c'est le fil rouge. C'est un peu ça, On peut ouais. dire ça. On en reparlera un peu plus tard, mais avant ça, je voudrais que tu racontes un petit peu ta life, n'est-ce pas? Ma vie, depuis quand? C'est qui? Depuis tout petit. C'était quoi le petit Ben? À quoi il ressemblait le petit Ben? Eh bien, moi, je suis né en Provence, Ouais. à C'était Nice. une belle chose. Oui, Hmm. belle région. Et puis, très tôt, je suis parti vivre à Biot, c'est à côté d'Antibes, c'est pas très loin de Nice d'ailleurs, c'est dans la RPI. Et donc, j'étais dans ce pays, comment dire, où il y a beaucoup de soleil et il y a beaucoup de sport. Donc, il vaut mieux être à la fois réceptif au soleil et au sport. Je te sens venir. Et moi, le soleil est pas génial. Donc, Tu veux dire avec ma peau, voilà, c'était pas trop ça. Donc du coup, ma mère, qui elle-même avait aussi une peau à problème, vraiment mettait un point d'honneur à me mettre de la crème à peu près entre février et janvier. Donc toute l'année, quoi. Et plus, j'étais le seul à me baigner en t-shirt, par exemple. Enfin bon, c'était pas hyper agréable. Et puis j'étais un peu gauche sur la question du sport. En tout cas, c'était l'impression que ça me donnait quand je vivais en Provence. Quoi comme sport, par exemple C'était un peu tout le foot, le tennis, le ski. Tu sais, là-bas, on n'est pas très loin du ski. Donc, avec ton école communale, le mercredi, tu prends le car et tu files au ski. Et donc, du coup, pendant longtemps, je me suis dit que j'étais nul au sport et puis c'était pas hyper agréable. Puis, il y avait le soleil. Et puis, je suis arrivé à Paris pour mes 10 ans, parce que mon père avait du travail à Paris, donc on est monté. Et alors là, j'ai découvert un pays sans soleil, enfin avec beaucoup moins de soleil, donc moins de crème. Et des enfants qui étaient très peu sportifs, malgré tout ce qu'ils disaient, parce qu'eux, ils se considéraient comme sportifs. Et là, donc, du coup, j'ai gagné un T'as gagné en certain skill. niveau. Ouais. Alors, tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais je suis pas si nul au tennis, en fait, et au foot, par rapport à eux. Et puis au-delà de ça, c'était super, arrivé à 10 ans dans un environnement urbain, parce que tout d'un coup, tu te retrouves proche, tout est proche. Donc tu sors de l'école, déjà tu vas à l'école à pied, tu sors de l'école, tu vas chez tes copains et tout. Donc je suis tombé amoureux de cette ville, à la fois du côté urbain, mais aussi de Paris lui-même. Je me souviens très bien de la première fois où je suis arrivé à Paris, où on a pris un taxi depuis l'aéroport pour aller jusqu'à chez mon oncle. Et je me souviens de cette ville illuminée, de ce foisonnement. Ça s'explique pas tellement, l'amour qu'on peut avoir pour un endroit. Et ça dure encore, je suis toujours très amoureux de cette ville. Alors depuis, je me suis réconcilié avec la Provence, largement. C'est-à-dire que j'aime vraiment beaucoup cet endroit. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des gens qui faisaient du sport. Il y avait aussi beaucoup de culture, et puis plein d'autres trucs. Mais ça m'a pris plus de temps. D'ailleurs, je suis un converti à la Provence, et donc je suis très convaincu que c'est un endroit magnifique. Et puis j'aime beaucoup Paris aussi parce que c'est une ville d'adoption. C'est-à-dire que pour être parisien, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin d'avoir ses deux parents qui sont de Paris, etc. On a juste besoin de le décider. Et hop, on l'est. Ça, j'aime beaucoup. Tu veux dire Je par trouve ça rapport à très beau. d'autres régions qui sont compliquées, où il faut D'autres endroits montrer patte blanche où il faut être un peu... où c'est plus une filiation, où on est de parents du coin, etc. Là, on peut être parisien très vite. Et puis, on n'est pas obligé de quitter ses origines
c'est Racine. Donc moi j'aime beaucoup ça. Voilà, je vis du coup une histoire d'amour avec cette ville. Alors, comme toutes les histoires d'amour, parfois je la déteste, mais j'y reste et je m'y plais. Voilà, j'ai grandi à Bastille, dans un quartier super agréable. Et puis, on continue ou je poursuis sur ma vie. Je ne sais pas vraiment quels sont les points d'orgue c'est quoi, sur lesquels je devrais insister. C'est quoi le Ben adolescent, en fait? Alors, Est-ce que tu t'es épanoui, comme tu dis que tu t'es épanoui en arrivant à Paris, est-ce que ça a contribué à ta personnalité, à faire l'homme que tu es devenu aujourd'hui? Ah non, mais complètement. Encore une fois, je reviens sur cette liberté qu'on peut avoir, en tout cas que moi j'avais en ville, de par la proximité et aussi la qualité des transports. C'est-à-dire que quand on vit à la campagne, on est souvent transporté par ses parents ou par un scooter avec tous les dangers que ça peut représenter. Là, il y a tout ce qu'il faut, il y a des bus, des métros, des trucs, donc on peut toujours aller chez les uns, chez les autres. On est très indépendant très vite. Et moi, j'en ai bien profité. Tes parents te laissaient aller, quoi. Ouais, alors je suis le dernier d'une fratrie de 3, donc c'est vrai que je crois maintenant que je suis parent moi-même, je me rends compte que le premier, c'est vraiment très important d'être très vigilant sur plein de choses. Le deuxième, déjà, on lève un peu le pied sur, voilà, si on est malade, le premier pied de travers sur le premier, on va chez le médecin. Le deuxième, c'est s'il y a de la température. Le troisième, c'est température, rhume, bouton, et là, on va peut-être chez le médecin. C'est un peu pareil aussi pour la liberté. La liberté, voilà. J'avais plus de liberté que mes grandes sœurs, c'est une évidence. Et puis la musique est venue assez vite. Je dois dire que j'en ai beaucoup écouté et très vite j'ai eu envie d'écrire. Alors au départ c'était pas des chansons. Moi je partais tous les étés pendant presque tout l'été apprendre l'anglais aux États-Unis dans une famille. Ok. C'était un rite, c'est ça? Voilà, c'est ça en fait. Ma mère est partie étudier aux États-Unis grâce à l'AFS, l'American French Student, quand elle était en terminale. Donc à l'époque, on est en 1960, donc c'était vraiment le début. Pour te dire, elle est rentrée avec des céréales en disant ça se mange. C'est-à-dire qu'on ne mangeait pas de céréales en France dans les années 60. Apparemment, ça c'est ce qu'elle m'a dit. Je ne me suis pas non plus hyper renseigné. C'est la légende de la légende, c'est ça. Et aussi du maïs. Je me souviens elle raconte qu'elle est allée dans les champs de maïs à côté de chez elle pour faire cuire du maïs, pour faire goûter à sa famille, parce que aux États-Unis, ils mangeaient beaucoup de maïs comme ça directement sur le comment ça s'appelle, le pis, hein, c'est ça, l'épi. Voilà. Non, le pis, ça n'a rien à voir. Ouais. Sur l'épi. Et en fait, figure-toi qu'il y a plusieurs variétés de maïs, et que ça, c'était du maïs pour cochon, et tu ne peux pas le faire cuire. Bon, bref. Détail, aucun intérêt cette histoire. Bref, elle a beaucoup appris de partir aux États-Unis, à la fois sur elle, mais aussi elle a appris l'anglais, donc elle a considéré que ça faisait vraiment partie de l'éducation que de nous envoyer tous les étés aux États-Unis apprendre l'anglais dans une famille en immersion totale. Première année où je suis allé, j'étais en 6e. J'avais des notions d'anglais de 6e, donc je me souviens que l'hôtesse de l'air arrivée dans l'avion m'a demandé si je voulais boire quelque chose. J'avais pas de quoi parlez-vous? Voilà. Donc je suis arrivé, j'étais un peu perdu. Et puis loin de ma famille, enfin bref, c'était pas forcément évident, même si c'est formidable de pouvoir vivre ce genre d'expérience. Ça forme la jeunesse. Absolument. On dit. Et du coup, on correspondait avec mes parents par courrier, à l'époque, par Internet. C'est dur à dire. Même au T'as 36 ans, rappelons-le. Je recevais des fax. Mon père envoyait des fax. Ouais. Et donc on correspondait, et moi j'étais très ému par la qualité d'écriture de mes parents, qui avaient chacun une plume très particulière, très belle. Ils font quoi tes parents? Alors ma mère, elle était prof de français, et mon père, architecte. Et donc du coup, ça m'a beaucoup touché de les lire, et ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de leur répondre. Donc on a beaucoup utilisé la correspondance écrite. C'était quelque chose de très entendu chez moi, d'écrire des lettres. Et l'émotion... ça démarre de là, de ce voyage. Et je pense que l'émotion aussi de la lecture vient des lettres, vient de l'épistolaire, vient pas du tout des livres. J'ai très peu lu de livres. Moi, j'ai lu... Enfin, c'est pas génial, quoi. En termes de... Bellamy de Maupassant, parce que c'était au programme. Ouais, ça, les trucs obligatoires. Mais je pense que ça m'a pas aidé, ça, les livres obligatoires. Bref, et puis voilà, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier sur la question de l'écriture. Je me suis mis à écrire des poèmes, à écrire des chansons,
à écrire des lettres pour les gens dont j'étais amoureux. Ça a duré jusqu'à la fin du lycée. Et puis dès le début du lycée, je suis tombé sur ce studio de répétition qui s'appelait le Luna Rossa, qui se trouvait dans les frigos à Paris à l'époque. Les frigos qui sont donc les anciens entrepôts frigorifiques du 13e arrondissement de Paris, qui maintenant existent toujours, mais sont des ateliers d'artistes ou même des appartements. Et dedans, il y avait le Luna Rossa, donc un studio de répétition. C'était un coup de foudre total, d'arriver dans ces studios, de pouvoir profiter d'une guitare électrique, d'apprendre la batterie, etc. C'était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Comment tu y es arrivé, en fait? Par quel biais, un peu par hasard? Eh ben, en fait, quand j'étais en... Ça va être une longue histoire, je sais pas, on coupera hein, peut-être. On verra. Quand je suis arrivé en 4e, il fallait choisir une deuxième langue étrangère. Moi, je voulais faire espagnol pour rester avec mes copains. Et mes parents m'ont dit, mais non, regarde, dans ton collège, il y a russe. C'est quand même génial de pouvoir faire du russe. C'est une très belle langue. Il n'y a pas dans tous les collèges qu'on peut faire du russe. Tu devrais faire du russe. Je dis, non, je voudrais faire de l'espagnol. Il me dit, non, tu sais, ce serait bien que tu fasses du russe. Je dis, non, je voudrais faire de l'espagnol. Il fait, non, mais en fait, C'est ta pas le gueule, choix. en fait. Voilà, arrête, tu vas faire du russe. Et ma mère, pour me convaincre, m'a dit, tu sais quoi? Je vais faire le russe avec toi, je vais l'apprendre avec toi. Ça a duré 2 leçons, jusqu'à ce qu'elle lâche complètement l'affaire et qu'elle me laisse complètement tout seul avec mon russe. Et en fait, quand je suis arrivé en classe de russe, je suis tombé sur cet élève qui s'appelait Guillaume, qui était lui aussi en deuxième langue russe, et Obligé par ses parents aussi ou... obligé par ses parents, oh, oui, oui. Guillaume Urgivitz, donc même un peu une culture Oui. de là-bas. Donc du coup, on est devenus très amis, et donc j'ai plus jamais regretté le fait d'avoir fait du russe, grâce à lui. Et lui avait pas mal d'amis, il avait redoublé, donc c'était un peu un grand et tout, il habitait le 13e, tout ça. Et il avait une grande bande d'amis dans le 13e, dont certains étaient musiciens, et c'est eux qui m'ont fait découvrir les frigos. Voilà. C'est pour ça que je te parle de... Non, mais il y a des itinéraires parfois, tu vois. C'est ta Ah mère ouais. qui t'oblige à faire du russe, qui t'amène à découvrir ce mec, Voilà, qui t'amène à ce studio, qui t'amène à la musique. exactement. C'est fou. Ok. Et après, on s'est séparés pour la seconde. Moi, je suis allé dans un lycée qui faisait pas russe. Donc là, mes parents m'ont dit, mais il n'y a pas russe, comment tu vas faire? Je dis, ah merde, Peut-être comment tu je vas vais arrêter faire, le ça russe. sera dommage. Donc je dis, bah, j'ai qu'à faire le CNED. Et mon pote Guillaume, lui aussi, avait choisi un lycée où il n'y avait pas russe. Donc il a fait aussi le CNED. Sauf qu'il avait un pote, bon plan, qui faisait le CNED aussi, et qui envoyait ses devoirs un peu avant nous. Donc il recevait les corrections avant même que nous n'envoyions nos devoirs. Si tu vois ce que je veux dire. Donc on remplissait le... Ça sent la triche, quoi. Ah, ça trichait total. Et du coup, j'envoyais mes devoirs avec des fautes parce que bon, je voulais pas non plus que ce soit parfait. Donc je recevais des corrections. On me disait, mais c'est super, mais tu fais des fautes grossières. C'est très étonnant par rapport à la qualité de tes... Voilà. Donc en fait, ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, j'ai dit à mes parents que bon, ça marchait pas du tout cette histoire de russe, que j'étais dans une complète tricherie et que ça n'allait pas fonctionner longtemps. Du coup, je suis passé sur l'espagnol. En fait, on va parler de mes langues étrangères, hein, globalement. Non, mais c'est intéressant parce que entendu, il y a cette honnêteté aussi, tu vois, de l'adolescent qui est capable de venir dire. Non, j'étais très menteur. Non, je vais pas te mentir. Ok. Enfin, là, Donc, mais... t'as eu cette fulgurance en tout cas. Ouais, là. Donc t'étais un gros mytho, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, totalement. Ouais. Ok. Énorme mytho. Par rapport à mes parents. Après, dans la vie. Pas dans la tous les vie, jours. t'es pas. Pas trop. Hmm. Pas trop. Enfin, j'essayais de faire attention. Tout ce qu'il vous raconte là, c'est De faux. toute façon, tout ça est faux, hein, au départ. C'est une belle histoire, c'est tout. Et puis voilà, il y a eu ces groupes, hein. J'ai fait des groupes, j'ai joué à la fête de la musique, j'ai chanté, j'ai voulu apprendre tous les instruments qu'il peut y avoir dans une salle de répétition, c'est-à-dire des batteries, des guitares, des claviers, donc j'ai appris à jouer ça Tout seul ? peu. Ouais, voilà, tout seul. Moi, j'ai un truc, c'est que j'apprends, et puis au bout d'un moment, quand je trouve que ça va, je m'arrête. Je suis pas du tout perfectionniste, quoi. J'ai un petit niveau dans un bon nombre de petits trucs, mais vraiment, jamais je peux dire que je suis fort dans quelque chose. Puis voilà, ça a poursuivi, j'avais 17 ans, 18 ans, il a fallu passer le bac. J'ai passé le bac, et puis je suis allé faire des études de médecine. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment saisi ce que pouvait être ma vocation première, et puis parce que je trouvais ça très beau d'être médecin, très universel, magnifique, c'est vrai, c'est un métier sublime. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir... C'est quand même pas banal, le médecin. Qu'est-ce qui pousse à faire médecin ?
Bah ça, le fait que Sauver, ce soit sauver les gens. un métier universel qui Ouais. sert de toute façon, un métier incontestable, c'est-à-dire qu'il y a besoin de médecins toujours, dans n'importe quel genre de société, n'importe quel genre de situation, parce que c'est assez intouchable, parce que il y a aussi une part d'apprentissage scientifique, et moi j'étais plutôt dans ce délire-là à l'école. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans en me disant on verra, je vais essayer ça. Et la première année, c'est pénible, hein, c'est très dur. Faut être vraiment scolaire, faut aimer ça, faut aimer étudier. Moi, c'est pas mon truc d'étudier. Moi, j'adore savoir, mais ça me fait chier d'apprendre, tu vois. C'est un peu antinomique, mais j'ose le dire. Euh, donc apprendre, ça a été fastidieux. J'ai évidemment raté la première fois, un peu comme tout le monde. Et puis la deuxième fois, j'y suis arrivé, mais j'y suis arrivé vraiment au fin du fond la fin de la queue. 10,01 quoi. J'ai fini dernier reçu, avant-dernier, pour Ah oui, rien ok. te mentir. Pour rien te mentir, tu vois. Auteur. Et alors du coup, de finir avant-dernier, c'était comme un cadeau, du coup, de pouvoir faire cette deuxième année. Et puis en plus, on te dit, de toute façon, tu verras après, la médecine, première année c'est difficile, mais ensuite, c'est l'autoroute, c'est super cool et tout. Donc moi, je l'ai pris comme ça. Par ailleurs, il y avait une salle de répétition disponible pour les étudiants dans ma fac. Donc j'en ai bien profité. J'ai fait beaucoup de musique là-bas. J'ai appris la batterie pour le coup, j'avais plus de temps, donc j'ai vraiment fait ça. Et puis voilà, j'ai fait mes études. Cas un cas, j'ai envie de dire, tant bien que mal, avec beaucoup. J'ai pris beaucoup de claques en médecine parce que, au-delà de tout ce que ça peut représenter de savoir, c'est aussi une école sociale énorme. C'est le fond de l'entonnoir, l'hôpital. Hein. C'est là où tu vois tous les gens. Donc ça t'apprend les gens. Et puis j'ai envie de dire, c'est une vraie belle fenêtre sur ce que peut être ton entourage réel. Tu vois des gens de tout genre de société, tu rentres dans des maisons dans lesquelles tu ne rentreras jamais autrement. Et donc je pense que ça m'a beaucoup appris. Et je me suis rendu compte à quel point je vivais dans un cocon, à quel point j'étais quelqu'un de fermé en vérité, aussi ouvert que je pouvais l'être. Donc ça m'a beaucoup appris. Et puis j'ai aussi vu des gens autour de moi qui étaient des passionnés total de ce qu'ils pouvaient faire, de soigner, d'apprendre, de la médecine. Et donc je me suis dit, moi je vais faire ça, moi. Je vais être passionné pareil. Et puis je me suis rendu compte que ma passion, c'était plutôt la musique. Ouais. Ça s'apprend pas. Et donc là, j'étais en 5e année, donc j'étais vraiment à la moitié du truc. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai poursuivi, en me disant, je vais poursuivre, et puis je vais continuer à faire de la musique autant que je peux, autant que ça me plaît. Et donc ça a continué, et puis au bout d'un moment, j'ai été mis devant un choix, c'est-à-dire qu'il a fallu que je fasse un choix, parce que j'avais pas la possibilité, j'allais dire, non pas chronologique, dans les horaires, là. C'était trop chronophage, quoi, c'était ça le mot que je cherchais. Donc du coup, la musique a pris le dessus, et quand j'ai eu ce choix à faire, je me suis dit que j'avais pas fait tout ça pour rien, et qu'évidemment, il fallait que je choisisse de poursuivre dans la musique, et ça me rend très heureux. Alors c'est pour voyeur d'angoisse, bien sûr, pour plein de raisons, mais c'est l'aventure. Moi, j'avais envie de ça. T'avais quel âge alors, 5e année Quand je me suis dit, je vais vraiment essayer, je devais avoir 21, 22, et quand vraiment c'est devenu ma vie professionnelle, je devais avoir une trentaine d'années. Voilà, et depuis ça se poursuit, ça vit, ça avance, c'est passionnant pour plein de raisons, c'est difficile pour plein d'autres. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup pour plein de raisons, et ça me rend fier. C'est aussi ça qui est très agréable dans le fait d'être un artisan, c'est-à-dire de créer des choses à partir de ses mains. C'est que on est fier. Toi, tu dois connaître ça en tant que chef d'entreprise. Il y a une vraie fierté à poursuivre une entreprise. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, ça fait 7 ans qu'on se connaît. J'ai envie de te dire, ça fait 7 ans qu'on existe. Tu vois, toi, ça fait plus, ça fait 12 maintenant. Mais c'est génial, quoi. Enfin, c'est un vrai bonheur. Et parfois, il faut se retourner là-dessus, se dire, c'est bien, ça existe, c'est cool. Et là, tu vois, le fait que il y ait ce 3e album, que non, moi, j'ai jamais ouvert de grandes portes, tu vois, j'ai jamais eu d'exposition majeure, à part sur votre site, et je vous en remercie beaucoup. Du coup, j'ai pas eu besoin, comme ça, de négocier
une notoriété soudaine. Ça n'a jamais été, voilà, je reviens là-dessus, une grande porte qui s'ouvrait. C'était vraiment une pente lente, mais toujours ascendante, que j'emprunte et qui me fait du bien. Je reviens là-dessus, vraiment. Tu t'es allé un peu vite entre tes 22 et tes 30, au moment où tu as décidé. Parce que, non mais le chemin en fait entre les deux, il est assez intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal de mademoiselles qui doivent peut-être être dans ta situation, tu vois, de se dire, ok en fait je suis dans des rails, parce que c'est là en fait, tu étais dans des rails toi à ce moment-là en médecine, et de te dire, bordel, je suis là-dedans, où est-ce que je vais? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je sors des rails? Comment je fais? C'est compliqué de venir à un moment donné se dire, ok stop, je décide d'y aller. Déjà, c'était quoi ton cheminement en fait pour décider de t'arrêter vraiment? T'as eu un déclic, t'as eu un machin à un moment donné qui t'a fait dire ok, j'y arriverai pas. Euh, je crois pas que je sois capable d'avoir le caractère pour m'arrêter vraiment. Ça voudrait dire faire des choix. Je suis pas hyper balèze en choix. Et donc t'as fait Donc comment en j'ai un fait, peu Yvan? décidé de faire les deux, quoi. Tu Ok. vois. Pendant C'est longtemps alors? complètement... Ouais, pendant longtemps, de Ok. 22 à 30, là, je faisais les deux. Ah donc t'étais... Alors oui, 2 secondes. Donc t'as été médecin, t'as pratiqué la médecine. Oui. Ok. Non mais Ouais. tu dis ça comme si tu t'avais arrêté Oui, tes oui, études. non, je l'ai pratiqué. Le mec est fou. Explique Mais tout. c'est un parcours qui semble singulier en soi, comme ça. De dire, voilà, j'ai fait des études qui m'ont emmené dans un métier, et puis finalement, je ne pratique pas le métier pour lequel j'ai fait mes études. Mais en vrai, c'est pas du tout singulier, Mais c'est très ordinaire. Il y a je dis plein de pas. gens Moi je qui dis font pas que c'est ça. singulier. Et en fait, je l'ai fait en tout cas, mon idée, c'est que j'ai semé, et qu'à un moment, à force de semer, tu finis par récolter, et que tu peux vraiment te lancer dans un secteur. Et ça a été une vraie leçon, mais y compris pour ma vie à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me demande ce que je sème pour plus tard, tu vois. Je me dis, ah, et maintenant, là, tu es en train de faire quoi pour la suite? Tu t'assois pas sur des quelconques lauriers, pas des gros lauriers en plus, donc vraiment, le siège serait pas vraiment hyper agréable. Mais donc, du coup, je continue à me poser la question de ce que je sème pour la suite. Et je trouve que quand on arrive, plus on avance en âge, et plus semer, ça devient compliqué. Et je trouve que, par exemple, les formations, qui sont légion dans notre pays, je trouve ça génial, parce que c'est justement ça, c'est l'idée de semer en permanence quelque chose, et puis de voir, alors il y a plein de choses qui n'aboutissent pas, hein. Et aujourd'hui, je me demande ce que je sème. Je sais pas trop. Je fais des enfants, c'est pas mal ça comme semage. C'est déjà oui. Oui, mais c'est très ingrat, toi-même tu sais. Hein. Oui. Jamais ils Pour en reviennent parler vers toi longtemps. pour te dire, ah, franchement, Si, pas jamais. qu'est-ce que t'as assuré toutes ces années? Pas jamais. Pas jamais, c'est vrai. Non, pas jamais. Tu l'as fait avec tes parents. Tu vas le faire, peut-être. Ouais, je l'ai fait. Peut-être 40 ans. On est quand même plus dans le reproche que dans les félicitations. Mon père, il me dit toujours, tu sais, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu seras un mauvais père. Donc vas-y, hein, lâche-toi, fais comme tu peux, de toute façon. Et il a vraiment raison. Ouais, donc c'est vrai que... Mais bon, c'est une manière de semer, ça c'est une évidence. Donc comment j'ai fait? J'ai fait comme ça. Après, il y a plein de genres il y a plein de personnalités différentes. Moi, je connais bien donc le monde de la musique. Il y a plein de gens dans la musique qui ont décidé rapidement d'être musiciens et qui ont quitté pour ça le cursus scolaire, j'allais dire classique, pour se lancer dans une formation musicale et qui aujourd'hui a porté ses fruits. Tout dépend de comment tu te connais et puis des choix que tu es capable de faire et puis du caractère que tu as. Moi, Comment tu vivais cet entre-deux, alors cette double carrière parce que entre médecin et musicien, artiste, compositeur, interprète, il y a quand même un grand écart fou, quoi. Ouais, mais c'est complémentaire en vrai. Je suis d'accord. C'est complémentaire parce que médecin, c'est un métier d'application, d'enquête, d'empathie, de compréhension. Musicien, c'est un métier de créateur, de créatif, qui est très incertain, c'est un peu la jungle. Donc du coup, c'était assez complémentaire de faire les deux. Tu bossais ta la musique journée, le soir, le soir, j'allais faire la musique le week-end. J'avais pas vraiment d'autre vie que celle-ci, mais enfin, elle était vraiment passionnante. Puis dans la musique, tu rencontres plein de gens qui sont cool. Il y a beaucoup de choses qui se passent le soir, donc du coup, c'est assez agréable. Non, je vivais ça avec vraiment aucun problème. C'était vraiment cool. Ça demandait un peu de courage, j'imagine, par rapport à ce que ça représentait en effort.
Mais du courage, j'ai pas l'impression d'en manquer. Si le courage, c'est de combattre ses peurs, j'ai pas l'impression d'en manquer. Tu vois, Bérangère Krief, elle a un tatouage avec écrit courageuse sur son mollet. C'est le meilleur tatouage que je connaisse. Je trouve ça super de pouvoir te rappeler que, ouais, t'es courageux. C'est entraînant. J'ai failli le faire et puis je me suis dit que c'était un peu. C'est copié, non, quand même? C'est pas grave si c'est copié, que ça te ressemble et que tu le fais pas juste pour copier Bérangère. Ouais, mais je me demande si c'est pas pour un peu copier Bérangère. T'es fan de Bérangère? J'aime bien Bérangère, ouais. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est vraiment bien. Ouais, j'aime beaucoup. Bah, elle a fait ma première partie au Trianon. Ça fait quelques fois que je fais des spectacles à Paris où je prends des premières parties qui sont bien plus célèbres que moi. Et je trouve ça génial. Tu vois, j'ai eu Kian, j'ai eu Baptiste, j'ai eu Bérangère. Les gens s'assoient et ils disent « Ah mais... Ah d'accord, ok, pourquoi pas. » C'est pas pour lui, quoi. C'est pas... Ok. Ça, c'est cool. Là, ils ont cette gentillesse de venir. C'est en fait quand ils ont un spectacle qui n'est pas tout à fait encore écrit, quand ils ont 20 minutes ou une demi-heure. Et puis je trouve ça cool de prendre en première partie d'un spectacle des gens qui font pas la même chose que toi. Parce que du coup, tu n'uses pas, tu tires pas sur la même corde. Et ça, c'est vachement agréable. Qui plus est l'humour, c'est encore plus agréable parce que ça met les gens vraiment bien. Qu'est-ce qui t'a... Tu les as rencontrés par l'intermédiaire de Navo, c'est ça, tous ces braves gens? Je les ai rencontrés par l'intermédiaire de Baptiste, le Caplin, Ok. qui un jour m'a envoyé un mail. C'était il y a bien longtemps, il jouait au théâtre qui maintenant s'appelle l'Apollo, je crois, qui est Ouais. du République, là, c'est ça? Alors, c'est peut-être pas l'Apollo. Le Temple, s'appelle encore Ouais, le c'est Temple, ça. à côté du Gibus, là. Oui, c'est l'Apollo maintenant. C'est l'Apollo, voilà. Il jouait à l'Apollo, donc, tous les jours. Et il m'envoie un mail en me disant « Écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, et moi, je suis humoriste. » Tu sais, c'est un monde que je connaissais pas du tout. Pour moi, il y avait de humoristes que les gens connus. Et donc, j'ai regardé 2-3 vidéos de lui, je me suis dit « Attends, mais c'est bien, en fait, c'est drôle. » Donc, on est allé le voir avec ma femme. Et c'était super. Enfin, bon, c'était hyper drôle. C'était Baptiste table affiche, tu vois. C'était le début de ce spectacle-là. Et c'était... Le mec est fou. Ah ouais. Sur scène. Mais c'était puissant, Fabuleux. c'était bien fait. On est sorti de là, et il se trouve que sa femme, lui, elle est journaliste aussi. Donc, on avait plein de choses à se dire. Donc, on est rentré là-dedans et on s'est suivis sur nos carrières depuis ce temps-là. Et par ailleurs, Bruno Navo, lui, il m'avait contacté en me disant « Écoute, voilà, je suis réalisateur. » Non, c'était à l'époque, c'était la fille avec qui il était à l'époque, qui m'a dit « Mon mec est réalisateur, il voudrait mettre ta musique sur une de ses créations. » Je lui ai dit « Bon, ok, peut-être. C'est parfois tu reçois des trucs comme ça. Réalisateur, bon, ok. » Et puis, donc j'avais dit « Ok, pas de problème. » Et il se trouve que c'était bref, le truc. Donc j'avais regardé après, j'ai dit « Hey !» C'est pas si mal. C'est vraiment bien votre histoire, les gars. C'est très fort, en vrai. Donc, on s'était vu par cet intermédiaire-là, et puis il avait écouté le premier album, il avait été vraiment touché, il était hyper gentil et encourageant sur ce premier album. Et puis après, pour l'album d'après, du coup, il a écrit un titre sur l'album d'après, Navo, et puis il m'avait aidé aussi pour réaliser des clips. Enfin, j'avais fait des clips pour chacun des âges, qui étaient des portraits, il m'avait un peu tenu la main. Super clip. Et du coup... Super titre. C'est gentil. C'est vrai. Et du coup, on s'était vu par cet intermédiaire-là. On se voit pas souvent. Moi, je suis très admiratif de leur travail, mais surtout, je suis vachement allé voir les humoristes pour écrire le spectacle qui est le spectacle que je joue aujourd'hui. Parce que je trouve qu'ils ont une manière de tenir une salle qui est vachement intéressante. Et puis moi, en plus, j'ai eu à jouer ce spectacle avant que l'album sorte. C'est-à-dire que je jouais des morceaux que les gens connaissaient pas, et je les jouais 50 fois avant que l'album sorte. Et je me suis dit, dans la musique, les gens, ils viennent voir un artiste, mais ils viennent voir les chansons qu'ils connaissent. Ça les embête un peu d'entendre des nouveaux morceaux. Mais pas dans l'humour. Dans l'humour, ils viennent voir des nouveaux spectacles avec plaisir. Et donc, du coup, je me suis dit, mais comment ils font, eux, que nous, on ne sait pas faire? Et du coup, je me suis bien basé sur leur manière de faire. C'est-à-dire, en fait, ils te mettent dans des chaussons, ce que font pas forcément les artistes, où eux, pour le coup, ils profitent, ils utilisent la matière des morceaux que les gens connaissent. Et voilà, je me suis appuyé pas mal sur leur technique, j'ai beaucoup regardé ça. Les seuls en scène aussi, ils ont fait des stand-up pas drôles, ça s'appelle Seuls en scène. Notamment, j'en avais vu un de Jacques Gamblin, qui m'a énormément marqué, qui s'appelait, dans mon souvenir, Heureusement mon cœur scintille, qui jouait au Théâtre du Rond-Point, où il racontait sa vie comme ça, et puis il mettait de la poésie, il mettait
de la danse. Jacques Gamblin, il danse comme un dieu. Hein. Je pense que c'est un danseur au départ. Et je me suis dit, moi, je veux faire ça. Je veux raconter ma vie, mettre de la poésie. Pas danser parce que je suis nul, mais du coup, chanter à la place. Et voilà, je me suis servi pas mal de ces artistes-là. Moi, la première fois que j'ai vu ton spectacle, donc je t'avais déjà vu en vrai concert, on va dire, où tu jouais. Et la première fois que j'ai vu ton spectacle, j'étais vraiment étonné en fait de me marrer, parce qu'en fait, t'es très drôle. T'es très drôle, mais tu l'assumes pas en même temps. Tu vois ce que je veux dire? En fait, d'un côté, non, mais ça va, je viens juste vous raconter des trucs. C'est pas pour vous faire rire. Bah, C'est un peu déroutant, en fait, tu vois, du point de vue du spectateur, où tu dis, non, en fait, il est extrêmement marrant, il passe son temps à chier sur les propres blagues qu'il est en train de faire. Ce que pour le coup, les humoristes ne font jamais, parce qu'ils sont dans un truc de, je viens vous servir des blagues, je sais que je viens vous servir des blagues. T'as un peu le cul entre deux chaises, en fait. C'est marrant. J'ai le cul entre deux chaises, ouais. C'est le titre de ma biographie, je pense. Mais en vérité, il y a des blagues que j'assume complètement sur scène. D'ailleurs, quand ça rit pas, c'est dur. Parce que, alors, pour le coup, je découvre ça. Parce qu'il y a 2-3 fois où effectivement ça rit, ou en tout cas ça doit rire. Et alors, ça, c'est très difficile parce que quand ça rit pas, si tu veux, dans la musique, il y a un truc, c'est que quand une chanson se termine, même si tu l'as pas adoré, la chanson, t'applaudis. C'est une forme de compassion, d'empathie, puis même si tu détestes pas l'artiste qui est en face de toi. En revanche, quand tu trouves ça moyennement drôle, ton rire ne vient pas spontanément, donc tu ne ris pas. Donc le rire, c'est vraiment beaucoup plus spontané, beaucoup plus sincère, et donc beaucoup plus coup près, quoi. Il y a eu 2-3 fois où c'est à Paris, où bref, tu dois te rattraper. Mais aussi, ils ont des techniques, les humoristes, je les ai vus. Ah oui, bah plein. Quand ça rit pas, ils récupèrent avec une blague plus universelle qui va permettre de récupérer les choses. Voilà, qui va parler des meufs, par exemple, ou Exactement. une blague un peu sexiste. Tu peux Voilà. être sûr de faire rire au moins la moitié de la salle. Mais tu vois, par exemple, Kian, le spectacle Pulsion de Kian, il n'est pas tout le temps drôle. Hein. Bien sûr que non. Et c'est pas toujours parce qu'il est drôle qu'il est bien, c'est surtout ça le truc. Il te bouscule, il te fait réfléchir, il te fait... Enfin, tu sors grandi, quoi. Moi, c'est ça que j'aime dans les spectacles. Même quand je vais voir de l'humour, j'ai pas toujours envie de rire. C'est pas toujours le truc essentiel. Il raconte une histoire, en fait. Et je pense que c'est aussi ce que tu fais, toi, dans ton concert, c'est que tu racontes une histoire et que tu mets en contexte. Enfin, tu mets un contexte, en fait, autour de tes chansons. Et je trouve que c'est ce qui marche bien. Merci. Et tu le fais vachement bien. Mais si tu écoutes, du coup, je me suis aussi un peu renseigné sur les artistes de variété française dans les années 80, tu vois, genre Renaud, Souchon et tout, tu les écoutes sur scène. J'ai acheté des DVD de concerts. Mais il y a des fois, entre 2 morceaux, ça dure 25 minutes, ils te racontent une histoire hyper longue, c'est hyper drôle, vraiment très très drôle. Et je pense que c'est un peu écrit. Alors c'est pas écrit comme ça avec un stylo, mais c'est à force de jouer, tu vois, il y a une histoire qui est récurrente, que tu aimes bien raconter, après tu finis par hyper bien la raconter. C'est un peu comme ça qu'ils travaillent là-bas, d'ailleurs les humoristes, bien quand sûr. Ils écrivent. Ils le répètent, ils répètent, ils réessayent, ils rejouent, ils font des premières parties d'artistes moins connus qu'eux. Enfin, Bon, allons-y sur cet album, en fait. Allez. Vraiment, parce que on voit bien un petit peu le chemin qui t'amène là aujourd'hui. Donc, tu disais que tu avais 36 ans. Cet album s'appelle La Femme idéale. C'est qui la femme idéale? La femme idéale, c'est personne, c'est juste une espèce de... J'ai l'impression que... C'est qui ta femme idéale, alors, si tu veux? La femme idéale que tu racontes. Alors, c'est le titre d'une chanson de l'album, et c'est plus l'idée de se dire que une femme, en tout cas certaines femmes, certaines de mon entourage, se mettent une pression assez énorme pour être dans une sorte de, je dirais pas de perfection, mais plutôt d'objectifs qui seront difficiles à tenir, parce que voilà, c'est aussi une génération, je ne vais pas faire de généralité, parce que généraliser sur un genre, c'est très 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 casse-gueule. Mais il y a quand même cette idée qu'aujourd'hui, grâce au combat que les femmes et les hommes, mais surtout les femmes, ont mené pour plus d'égalité, les femmes se retrouvent avec des objectifs et des ambitions qui sont un peu difficiles à tenir, à savoir qu'elles voudraient être mères comme leurs mères en ont été, aussi présentes et aussi fortes, tout en ayant aussi des ambitions de carrière sérieuses parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc du coup, elles se retrouvent à
faire aucun choix, quoi, devoir être des mères comme l'ont été leurs mères qui étaient parfois mères au foyer, et puis des pères, en tout cas des vraies bosseuses, c'est ce que je dis dans ma chanson, et je trouve ça difficile parce que ça demande de faire des choix, ça demande de redéfinir aussi ce que peut être une bonne mère en n'étant pas forcément aussi présente que l'ont été les leurs. Alors ça a été initié déjà avant par tout un tas de femmes qui l'ont fait avant elles, mais enfin c'est de plus en plus légion, quoi. Et voilà, c'était un peu ça l'idée. Je trouve que c'est ça la femme idéale. Voilà. Le deuxième titre de cet album m'a tué d'entrée. Hein. Donc le premier titre c'est J'arrive, qui était déjà sorti sur YouTube, qui est déjà sorti sur Spotify, etc., qu'on peut entendre, où tu parles de... voilà, bonjour, je m'appelle Ben et j'arrive, je bouge pas. Ouais. Et en fait, t'enchaînes ce titre sur ce qui pour moi est l'une des plus belles chansons d'amour que j'ai jamais entendues de ma vie, vraiment. Le mec, Merci. je l'ai mis, j'ai chialé instantanément dans les 3 secondes qui ont suivi. Je t'ai envoyé un message en disant ok mec, deuxième titre, t'es déjà en train de me tuer, mais c'est même pas ça, c'est-à-dire que la première phrase m'a tué. J'ai plus le truc en tête parce que j'ai beaucoup trop entendu, mais tu parles de... Ça doit être la 700 millième fois que je te vois t'habiller. Ouais. C'est quoi? Ça doit être la 700 millième fois que je te vois t'habiller. Choisir cette culotte ou celle-là que je te vois t'abîmer. Voilà. Allez, fin du game. Terminé. Cette chanson... qui s'appelle 10 ans de nous. 10 ans de nous. Oui, bah écoute, moi, écrire des chansons d'amour, c'est un peu... c'est mon marronnier à moi. Hein. Je suis très inspiré par mon histoire d'amour. Elle m'inspire parce qu'elle change, parce qu'elle évolue, parce qu'elle a plein d'aspérités, parce qu'elle n'est pas lisse. Et effectivement, 10 ans, c'est un chiffre rond, donc c'est facile d'en parler comme ça. Et puis, voilà, j'ai parlé de tout dans cette histoire. J'ai parlé de comment on s'est rencontrés, j'ai parlé des tout débuts, j'ai parlé de l'admiration, de la fascination, maintenant de l'amour véritable. Je ne sais pas ce que ça veut dire l'amour véritable, parce qu'il y a de l'amour véritable partout. C'est pas parce qu'il dure qu'il est plus véritable que d'autres. Maintenant, en tout cas, moi, il m'a demandé des efforts. Et un amour qui demande des efforts, c'est moins évident que celui qui vous tombe dessus. Et du coup, je suis content de ce morceau. Puis après, il y a aussi un lyrisme qui est porté par la musique de ce morceau, qui a été faite par Guillaume Poncelet, qui est donc un virtuose, hein, un génie. Et lui, il a fait le piano, les cordes, tout ce lyrisme qui suit vraiment le morceau. Moi, je voulais vraiment que ce soit comme ça, que ce soit un morceau qui s'arrête pas de monter. Et il m'a vraiment suivi dans ce principe-là. Et je pense qu'il n'aurait pas du tout eu le même type d'émotion s'il n'avait pas été aussi bien orchestré. Je peux te dire que je l'ai enregistré guitare-voix, je te ferai écouter, c'est pas la même limonade. Non, mais je pense que... Alors, je sais bien que t'aimes pas les guitares-voix, t'es chiant, c'est chiant, on en a déjà parlé 1000 fois. Le mec ne veut pas que ses chansons, ses textes superbes se déclinent juste en guitare-voix, parce qu'il dit « j'ai forcément besoin d'avoir plein de trucs autour », il est comme ça, Ben voilà, c'est comme ça. Hein, c'est vrai. Mais je pense c'est sympa pour Guillaume, parce qu'effectivement la musique est super belle, mais en fait... T'auras beau mettre des beaux violons et un beau piano autour de paroles, on va dire, banales, ça fera pas le même effet du tout, quoi. Désolé, je te le dis comme je le pense. Non, ça fera pas le même effet. Après, oui, tu as raison. C'est ta plume qui fait la puissance de ce morceau, c'est rien d'autre. Ça me fait plaisir. Désolé de te dire ça. Mais c'est vrai que je ne veux rien d'autre à rajouter. Je pense qu'on peut s'arrêter. Mais il y a un truc génial, en fait, c'est que tu relativises toujours... dans ce morceau, est-ce que je tresse pas un peu trop tôt des lauriers? Donc t'es toi-même en train, t'es complètement flou là, tu vois. Pardon. Le mec, il a décidé de. Excuse-moi. Je t'ai un peu bousculé, c'est ça? Non, pas du tout. Non, j'essayais de me tenir droit pour être un petit peu digne, mais je reste écouté, c'est très bien. Toi-même, t'es en train de relativiser ta propre chanson d'amour, en fait. C'est rare dans les chansons d'amour, tu vois. Est-ce que je tresse pas un peu trop tôt des lauriers? Oui, en même temps, c'est parce que
C'est aussi ça, de vivre pendant longtemps avec quelqu'un. C'est-à-dire que on a l'impression que le background est solide, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. En vérité, c'est très volatile. Et il n'y a pas de laurier à tresser, jamais. On est assis sur du rien. Tout ce qu'on a construit, c'est très beau, mais voilà, je répète, je reviens là-dessus, je pense que ça demande des efforts. Et la fin de ce morceau, c'est ça, c'est de dire qu'il faut Faut pas s'arrêter. Voilà. Et puis j'ai aussi envie, alors je reviens sur le truc musical, d'un quelque chose qui s'énerve, qui vient espèce de feu d'artifice, tu vois, qu'il peut y avoir aussi dans une chanson comme Try a Little Tenderness d'Otis Redding, où à la fin, comme ça aussi, ça s'énerve. Je voulais un peu ce même type de fin, donc il fallait aussi écrire une fin qui s'énerve. Enfin, qui s'énerve. Jamais vraiment. Hein. Si sur J'arrive, à un moment, je m'énerve. C'est vrai. Ouais. Je me suis dit, tiens, il a changé. Mais je m'énerve, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas vraiment de la haine, c'est plus de la rage, en fait. C'est l'idée, J'arrive, c'est le premier morceau, c'est un peu un psaume laïque, c'est-à-dire, je suis pas très religieux, mais du tout d'ailleurs, mais je m'adresse à quelque chose qui pourrait être l'espoir, et je lui demande de me porter, de me pousser. Parce que des fois, on a bien besoin quand même. Quand t'es tout seul sous ta douche. Bah, je suis pas toujours avec toi qui est en train de me dire que mon album est super, hein, de temps en temps. Bah, n'hésite pas. Bah oui, je vais passer. Envoie-moi des SMS, passe-moi des coups de fil, viens me voir. Ok. Avec grand plaisir. J'en ai à revendre. Comment elle réagit Alors, est-ce que ta femme finit par être blasée? Peut-être que c'est trop perso, à ce moment-là, dis-le-moi, mais comment est-ce que ta femme réagit quand elle entend, ou quand elle lit, ou quand elle écoute pour la première fois ce titre? Moi, perso, je l'ai après mis à ma femme, qui a chialé exactement pareil que moi au bout de la 3e seconde. Donc je me suis dit, c'est bon, on est d'équerre. Comment elle le vit? Parce que est-ce que je me dis juste, moi je pense que si un jour j'écris un texte comme ça pour ma meuf, c'est bon, j'ai gagné le truc de meilleur mec jusqu'à la preuve du contraire, si tu veux. C'est quoi votre relation par rapport à c'est quoi votre relation à tous les deux, et à elle en particulier, par rapport à tes chansons d'amour qui sont... Chaque fois, il y a une trop belle chanson d'amour. Dans le dernier, j'ai plus le titre en tête, mais c'est où tu dis que tu préfères être... Peut-être qu'on ira loin. Peut-être qu'on ira loin, voilà. Je suis nul en titre, mais voilà où tu Alors, expliques. je crois qu'au début, quand on s'est rencontrés, elle était vraiment... elle aimait beaucoup ma musique. Je dirais pas fan, parce que fan, ça fait peur. Quelque chose d'un peu soumise, c'était pas du tout le cas. Et puis au fur et à mesure du temps, elle est rentrée dans mon projet comme n'importe quelle compagne rentre dans le projet de son mec, de sa meuf. Et du coup, elle a un regard qui n'est plus du tout celui de ma femme, en vérité. Enfin, celui de l'objet de ma chanson, mais elle essaye de l'écouter pour voir si ça fonctionne, pour voir si ça marche. Ouais. Enfin, elle a un regard très pro, on est très, très proche des métiers qu'on a, et elle, du sien. Moi je suis proche de son métier. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Elle est journaliste. Donc du coup, il y a cette espèce de distance qui est indispensable, je pense d'ailleurs, parce que quand même, mine de rien, moi je me mets à nu, mais elle a rien demandé, elle. Et puis du coup aussi, je mets une forme parfois je dirais pas de distance, mais parfois je me décale un peu de la réalité pour qu'elle puisse comprendre que c'est pas tout à fait nous, et parfois je fais des trucs juste tout à fait nous, mais c'est que pour elle. Ok. Faut aller chercher, faut les fouiller dans ton ordinateur. Faut hacker ton ordi pour avoir les vraies chansons les vraies chansons d'amour de Ben. Ouais, ça. Exactement. Les amis, il est 12h30. Oh putain. Vous discutez, mais après... Ouais, on va boucler. Allez, écoute, j'aurais aimé parler 1h30 de plus avec toi. Peut-être qu'on pourrait... Je te parlerai d'un truc, j'ai une idée pour toi, si tu veux. Mais ça fait plus émission de radio qu'interview, là. Ouais, je sais. trouve. Hein. Mais ça me fait plaisir. J'adore. Ok, bah ça me fait plaisir. Vraiment. Ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir. Tu fais des émissions de radio, toi? Ouais. Attends, c'est pas du tout un appel du pied, par ailleurs. Ouais. Ok, donc ça c'est fait.
Merci beaucoup, Ben. C'était Ouais, c'était vraiment plaisir. cool. C'est la première fois qu'effectivement on retrace ton parcours et c'était vraiment très sympa. Ça me fait plaisir. Euh, Moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Achetez donc cet album qui sort pas tout de suite, hein, le 15 septembre. Vous avez Oui, un peu mais le on temps. peut déjà le On précommander. peut le précommander et là Voilà. t'es fort, bravo. On voit le gars qui a vraiment évolué. T'étais pas du tout comme ça quand on s'est rencontrés la première fois, mais là le gars il est là, bim, le market, bien joué. On peut le précommander. Ouais, On va mettre des liens sur Ouais. internet, sur Amazon pour que. Enfin, mais est-ce que les iTunes, gens savent machin. ce que c'est la précommande? Est-ce que Non, peut-être qu'il y a des trucs spécifiques. La précommande, c'est tu achètes l'album maintenant, mais tu l'as pas. C'est ça la précommande. C'est quand même cool. Enfin, que tout le monde le fasse un maximum. Non, je plaisante. Non, la précommande, c'est super parce que, en l'occurrence, si tu précommandes mon album, tu vas recevoir plein de choses en plus. D'abord, tu vas le recevoir chez toi, un peu avant. Je vais t'envoyer un petit mot avec. Il y a des titres exclusifs, il y a plein de choses qui sont cool. Et nous, ça nous aide bien parce que si tu achètes l'album en précommande, il est comptabilisé comme les ventes de la première semaine. Ça rentre Du dans. coup, ça fait une dans grosse le première top. semaine et ça attise la curiosité. Et nous, attiser la curiosité, nous, petits artistes, on en a besoin. Eh ben écoute, c'est noté. Et toutes les mademoiselles. Donc si vous découvrez Ben pour la première fois et que vous avez jamais- allez donc taper Ben Mazué dans Mademoiselle, vous allez trouver. Il y a du contenu. Ah Hein. Il y en a deux trois. Il y a deux trois trucs. Mm. Et puis si vous avez aimé la personnalité adorable de ce gars, vraiment, faut soutenir. Merci beaucoup Merci. Ben. Merci. Tu vois.